avons eu justement cette année, je crois, un thème, enfin un café philo qui était consacré justement à la manipulation. Et je pense que votre question prolonge un peu les questions qu'on a eu l'occasion de soulever. Moi, je ne ferai pas preuve d'une grande originalité, si ce n'est dire que probablement la première clé de réponse, il y en a plusieurs, mais la première clé, elle réside dans l'interrogation sur la structure psycho-affective de la personne qui va être visée comme objet de manipulation. Les b.a.-ba de la psychologie nous disent qu'effectivement, quand un individu a eu justement un parcours éducatif relativement équilibré, dans lequel sa personnalité a pu se former de façon saine, avec une capacité à se faire des idées par lui-même, à apprendre à penser par lui-même, etc., eh bien, c'est quelqu'un qui va être un peu moins soumis à des stratégies de manipulation. Il sera un peu moins une cible de manipulation. Donc là, je pense que la dimension psycho-affective du sujet concerné par une stratégie de manipulation est probablement un des premiers éléments. Après, moi, je n'ai pas du tout la compétence pour répondre de manière plus précise, mais ce que nous apprennent les spécialistes des neurosciences, c'est que nos cerveaux sont le siège d'un certain nombre de zones qui commandent un certain nombre de comportements. Alors, par exemple, des expériences tout à fait sérieuses, si je m'en tiens à ce que j'ai pu lire, eh bien, on sait très bien aujourd'hui localiser la zone de la confiance dans le cerveau. On sait très bien localiser la zone, par exemple, du respect. Alors, c'est pas la question toujours posée, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est né avec un cerveau, enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est inné et le cerveau est arrivé avec un potentiel de confiance, un potentiel de ceci ou de cela. Là, on a des réponses intéressantes de la part toujours des neuroscientifiques qui travaillent sur la notion de plasticité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, il est capable de changer plusieurs fois dans une vie. La vie d'un être humain, notre cerveau est loin d'être cette espèce d'organe qui est limité avec, d'ailleurs même en termes de nombre de neurones, on s'en compte, on a cru jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à il y a une dizaine d'années, que on naissait avec, je crois, 10 milliards de neurones et qu'après, on en perdait jusqu'au moment où... Non, il reste comme toujours des petites choses à la fin. Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert grâce aux neurosciences? Et bien, on découvre que le cerveau se régénère et qu'il y a des neurones qui sont... Donc, ça veut dire que le cerveau aussi, son histoire, l'histoire de l'individu, c'est aussi l'histoire d'un cerveau qui va être plus ou moins réceptif à des stratégies de manipulation, etc. Une question sur laquelle je me sens peut-être un peu plus compétent pour répondre, c'est celle de Pascal. Alors, Pascal, donc, tu pointes quelque chose de fort pertinent, c'est justement cette croyance selon laquelle il suffit de laisser les forces du marché faire pour que tout s'arrange. Alors, là encore, ça pourrait faire l'objet d'un café philo à part entière, mais d'un mot. D'abord, cette croyance, elle est historiquement datée, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose auquel on a toujours cru. Il a fallu que, à partir du XVIe, XVIIe siècle, qu'une nouvelle philosophie, idéologie, appelons ça comme on veut, qu'on appelle l'idéologie libérale, naisse, à un moment où l'État était prédominant, etc., qui voulait tout régler, et puis pour que cette nouvelle catégorie sociale qu'on appelle la bourgeoisie entreprenante, pour qu'elle puisse avoir de la marge de manœuvre pour pouvoir justement s'épanouir économiquement, eh bien, il a fallu qu'elle commence à lutter contre la mainmise de l'État, contre ce pouvoir absolu de l'État royal, une monarchie qui voulait donc, tout contrôler, s'approprier de toutes les richesses, etc. Donc, la bourgeoisie était dans son rôle, parce qu'il fallait qu'elle se construise un espace de respiration pour qu'elle puisse développer ses activités. Et donc, d'où cette idéologie libérale, et d'où cette phrase extraordinaire d'Adam Smith qui nous dit
effectivement que l'État, d'abord, c'est le moins habilité possible à faire de l'économie, que l'économie, c'est une affaire d'entrepreneurs, c'est une affaire d'initiative privée, donc le pouvoir politique n'a pas les compétences pour s'occuper justement de la gestion des flux économiques. Et il a inventé cette notion de main invisible. C'est un concept clé pour comprendre justement les fondements du libéralisme et comment on en est arrivé à cette croyance selon laquelle le marché s'autorégule. C'est la notion de main invisible. Il y a une espèce de main invisible comme ça qui fait que tout s'arrange, tout simplement parce qu'il y a cette espèce de libre jeu, de la concurrence, l'offre et la demande, et tout ça finit par s'arranger. Le problème, c'est que c'est un gros mensonge, parce que historiquement, on a au moins 3 ou 4 moments clés dans lesquels on a pu apporter la preuve empirique sur laquelle la théorie de la main invisible conduit souvent vers des catastrophes. Alors, on les connaît tous, 1929, il y a eu une crise aussi du XIXe siècle qui était un petit peu moins forte, et puis on a eu nos crises successives depuis 1970 qui se reproduisent pratiquement maintenant tous les... alors avant c'était tous les 10 ans, maintenant c'est tous les 5 ans, et tout ça, ça procède justement de cette croyance, mais c'est une croyance, je dis bien une croyance, parce que c'est une croyance à laquelle tiennent ceux qui ne veulent pas du tout d'une quelconque régulation de type démocratique, c'est-à-dire une régulation qui viendrait de la part de ceux qui ont été mandatés par le peuple, quand il a élu ses représentants, et qui viendrait remettre un petit peu d'ordre dans ce marché qui, évidemment, a tout intérêt pour continuer à fonctionner sur une logique libérale, à ne pas avoir justement une quelconque intervention, de quelconque mécanisme de régulation, limiter justement ces initiatives. Alors, ce qui fait poser des questions à des philosophes, et là, on a par exemple quelqu'un qui pourrait peut-être venir, j'espère qu'on aura l'occasion de l'accueillir l'année prochaine, qui a écrit un ouvrage tout à fait remarquable sur le catastrophisme. Et aujourd'hui, beaucoup de philosophes se posent la question de savoir combien de crises faudrait-il encore pour réaliser une bonne fois pour toutes que nous sommes sur un chemin qui ne mène nulle part. C'est-à-dire ce chemin selon lequel il suffit de laisser faire, il suffit que cette main invisible continue à réguler le marché pour que tout s'arrange. Il faudrait combien de crises à venir. Donc la question reste posée. Et je vais faire le lien, si tu me le permets, sur une sous-question que tu as posée, pour faire le lien avec la conscience. Est-ce qu'il ne nous appartient pas justement, de faire valoir notre conscience de citoyens capables de penser, de regarder, d'analyser le monde dans lequel nous vivons, pour peut-être se poser autre chose, ou pour peut-être aussi démonter la mécanique mensongère de ce principe de main invisible. Et là, je vais évidemment citer un philosophe qui est de moins en moins cité, c'est Karl Marx. Quand il parle de conscience de classe, eh bien, c'est ce à quoi tu fais allusion, me semble-t-il. Quand Marx, à la fin du XIXe siècle, a passé toute sa vie à analyser justement ce qu'il appelle le mode de production capitaliste pour en saisir les mécanismes profonds, etc., alors dans sa prophétie qui ne s'est pas vraiment réalisée, mais ça c'est heureusement que les prophéties ne se réalisent pas, lui il disait que à un moment, ce système capitaliste va rentrer dans une crise telle que il va s'autodétruire. Parce que le postulat de Marx, c'est que le capitalisme, contient en lui-même les propres mécanismes de son autodestruction. Mais cette autodestruction peut prendre beaucoup de temps, sauf quand il y a ce qu'il appelle un phénomène de conscience de classe, lorsque les perdants, ceux qui ne profitent pas de ce mode de production, prennent conscience justement de l'inadéquation de ce système de production par rapport justement à leur intérêt, à leur niveau de rémunération, à la stabilité de leurs emplois, etc. Et là, ils rentrent en conflit avec les gardiens de ce système, et donc, pour lui, la conscience de classe devient un facteur historique déterminant parce qu'il est capable de faire basculer le cours de l'histoire, parce qu'il est capable d'accélérer justement la décomposition du système capitaliste. Alors, bien, mal, vrai, faux, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas, voilà ma réaction par rapport à ta question que je trouve tout à fait intéressante. Et puis enfin, avant de repasser la parole à la salle, Pierre, tu nous as parlé effectivement
de cette chose que je trouve particulièrement intéressante sur la perception. Et j'aimerais, si tu me le permets, citer André Gide, une des plus belles phrases d'André Gide, qui dit « L'importance est dans ton regard et non dans la chose regardée. » L'importance est dans ton regard et non dans la chose regardée. Et je fais le lien avec ce que disait Naïla, quand elle travaille avec ses participants, avec les personnes qu'elle accompagne, et qu'elle arrive à mettre la personne en situation de porter un regard positif sur lui-même, à se réconcilier avec son histoire, avec sa conscience, justement, telle qu'il l'a portée pendant toute sa vie. Et qu'elle lui fait découvrir qu'il est capable de rebondir, qu'il est capable de se réaliser autrement, qu'il est capable d'acquérir des connaissances, parce que tout simplement, quand il avait 10 ans, il avait un instituteur qui n'était pas un bon instituteur, qui lui a répété plusieurs fois « Tu es nul, tu n'apprendras rien du tout, et tu finiras, je ne sais pas où, etc. » Et ça, c'est des stigmates qui nous accompagnent toute notre vie, jusqu'au moment où on rencontre, ou pas, quelqu'un comme Naïla, qui va nous permettre justement de lever cette inhibition et de se révéler à soi-même pour entrer dans un processus de construction d'une autre conscience. La parole est à la salle, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, je voulais aussi... Juste pour anecdote, le principe de l'effet Pygmalion, au sein d'un, je ne sais pas si vous connaissez le principe, 2 enseignants auxquels nous attribuerons un groupe d'élèves de 2 niveaux différents, donc un niveau très bas et un niveau très haut. Et nous présentons le niveau bas comme étant le plus fort et vice-versa. Et l'idée, c'est qu'en tant que coach, en tant que formateur, en tant qu'accompagnateur, voire même thérapeute, si je n'ai pas confiance en l'individu, je ne peux pas le porter. Et donc l'étude a démontré que les personnes, le groupe d'un niveau extrêmement bas a eu les meilleurs résultats parce que l'enseignant a utilisé le potentiel qu'il estimait être existant, donc très bon, donc il ne pouvait qu'accompagner les personnes dans une évolution et des perspectives positives, alors que le groupe présenté comme étant à un niveau extrêmement bas n'a pas effectivement optimisé au niveau des résultats parce que le regard porté de l'enseignant a bien sûr influencé l'état des élèves. Donc il est vrai qu'en tant que coach, que formateur, notre objectif c'est d'amener justement l'individu à prendre conscience qu'il a des perceptions de son environnement, qu'il a construit sa propre réalité, sa propre vérité, et que s'il le souhaite, il peut accorder et reconstruire une autre réalité de façon à pouvoir vivre dans des conditions dites positives dans lesquelles il n'y a pas de déséquilibre. Donc ce qui nous intéresse, effectivement, la conscience, cet état dans lequel je peux penser ma pensée, pour attribuer un terme un petit peu plus pragmatique, nous appelons cela la métacommunication. Donc la métacommunication, c'est je pense ce que je dis et ce que je ressens au moment où je m'exprime. Donc là, on appellera ça la métacommunication. Dans un contexte d'apprentissage, nous cherchons ce que nous appelons la métacognition. Je sais que j'ai appris, de comment j'ai appris, de façon à pouvoir amener un changement et un comportement dans un contexte donné, voire un environnement de travail. Donc en ayant conscience de ma cognition, donc la métacognition, je sais comment j'ai appris, ce que j'ai appris, dans quelles conditions, et bien la retransposition et l'utilisation de ce nouveau savoir dans un contexte donné devient donc facilitateur. L'idée de l'accompagnement, c'est de permettre une métacommunication, de penser sa propre pensée, la subjectivité dans l'affect, dans les représentations et dans la perception, de façon à ne pas avoir de réaction disproportionnée à l'environnement. Lorsqu'on me dit non, me mettre en colère, c'est une façon de réagir, un automatisme que j'ai mis en place dès l'âge enfant, qui a bien fonctionné. Je demande un bonbon, maman me dit non, je me mets en colère, et ça fonctionne. Eh bien, j'aurais tendance à l'âge adulte à reproduire exactement le même schéma, et nous pouvons dire qu'il s'agit là d'une réaction disproportionnée, une réponse non correspondante, et de ce fait, nous amenons l'individu à prendre conscience que parfois il a des réactions dans son comportement qui pourraient être disproportionnées. Alors là où moi je m'interroge, et ça fait partie d'un grand débat, qu'est-ce qu'un bon comportement d'un mauvais comportement, qu'est-ce que la morale, et qui en définit
les limites, qui définit bien sûr le bien du mal et de façon à pouvoir positionner. Donc, comme dit Socrate, si je réussis à rallumer la lumière de ce que tu savais déjà, alors j'aurais tout gagné. L'idée, c'est de créer un éveil en conscience, de façon à ce que la personne puisse se positionner, et donc le principe du libre arbitre, pour répondre à ses propres besoins, besoins psychologiques ou autres. En se défiant de ce qu'on appelle la bonne conscience. La bonne conscience, qui la définit, c'est encore un vaste débat. L'idée, c'est de pouvoir avoir une réaction qui ne soit pas disproportionnée, ne crée pas un déséquilibre au quotidien d'un point de vue relationnel et donc émotionnel chez moi. Bien sûr. Me permettre donc un équilibre. Alors, il y a plusieurs candidats à la prise de parole. Oui, s'il vous plaît.